Bienvenue dans Ma misère est si belle. Ce podcast, c'est un espace de partage. Parce que parfois, en écoutant l'histoire de quelqu'un d'autre, on trouve un écho à la sienne. Dans un monde où on se croise, sans toujours se comprendre, j'ai décidé de raconter un bout de mon histoire. Et peut-être aussi un peu de la tienne. Dans l'épisode précédent, on a parlé de ces chemins qu'on quitte ou qu'on prend pas. De ce que nos vies auraient pu être si on était restés. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un autre type de chemin. Celui qu'on trace soi-même, quand il n'y a personne devant nous pour montrer la voie. Parce qu'avant d'être une position dans la fratrie, être la première, c'est un mouvement. C'est apprendre à marcher dans un espace encore flou. C'est ouvrir une route qu'on espère un peu plus praticable pour les autres. Première de la fratrie, première à faire des études, première à quitter le foyer, et parfois première à se tromper. Être la première, c'est un peu comme être le brouillon d'une histoire familiale. Avec moi, mes parents ont tout découvert. La parentalité, l'école, l'administration, les codes sociaux. Ils apprenaient un peu en même temps que moi. Mais être la première, c'est pas juste naître avant les autres. C'est avancer la première. Explorer le chemin, montrer la route. Et ça va bien au-delà d'une place dans la fratrie. C'est une position qui façonne, qui influence les frères et sœurs. Parfois même toute une génération. Et dans les familles d'immigration ou de classe populaire, être la première, c'est souvent porter les attentes de tout le monde. Réussir pour prouver que c'est possible. Ne pas se tromper pour pas gâcher sa chance. Un mélange étrange de fierté et de pression. Être l'aîné, c'est évidemment aussi occuper un rôle social. Avec le premier enfant, tout est nouveau. Les parents apprennent à gérer les crises, les nuits blanches, les devoirs, les copains. Ils découvrent leur propre façon d'être parents. Moi, j'ai eu de la chance, mes parents étaient diplômés, ils parlaient français. J'ai pas eu à traduire des papiers officiels ou à gérer les démarches administratives pour eux. Mais pour beaucoup, c'est la réalité. Traduire des lettres à 8 ans, répondre aux appels administratifs à 10, aider aux papiers officiels à 12, endosser très tôt un rôle qui n'est pas celui d'un enfant. Les sociologues, ils appellent ça un médiateur culturel. Moi, je dirais tout simplement, c'est devenir interprète de ta propre famille. Comme si t'étais traducteur et éclaireur en même temps, alors que t'as que 10 ans. C'est tester l'école, les institutions, la culture d'un pays en direct. Et parfois en payer le prix pour que ceux qui viennent après y trouvent un chemin plus simple. Prendre la tête du cortège familial, ça a un prix. C'est marcher dans le noir, sans GPS, sans plan. Tout découvrir seul. Comment s'inscrire dans les études supérieures, comment demander une aide financière, quelle aide financière demander, comment signer un bail ou trouver un job étudiant. Les cadets, eux, ils bénéficient souvent d'une version un peu améliorée. Parce que les pièges sont connus, on est déjà tombé dedans. Les démarches, elles sont rodées. Nous, les premiers, on vit la version brute. Alors oui, ça forge un regard plus lucide. Mais ça crée aussi une hyper-responsabilisation. On devient sérieux un peu tôt, vigilant, perfectionniste parfois. Et ça peut nous coûter notre légèreté d'enfant. Moi, c'est peut-être ce qui explique pourquoi j'ai testé autant de choses. 6 jobs en 6 ans, des milieux différents, des collègues différents, des managers différents. Chaque expérience, c'était un peu un test pour dessiner ma propre carte. Et puis il y a les erreurs, celles qu'on fait pour tout le monde. Moi, j'ai suivi une école de commerce et je ne l'ai pas conseillé à mon frère et à ma sœur. J'ai fait un voyage humanitaire et je leur ai dit, c'est pas forcément ça qui donnera du sens à ta vie. Par contre, je les ai encouragés à travailler très tôt, pour apprendre l'indépendance, la valeur de l'argent, la réalité du monde du travail. Et je leur ai aussi dit qu'on avait le droit de changer d'avis, que s'accrocher à quelque chose qui ne nous correspond pas, c'est s'épuiser. À l'inverse, je les ai poussés à faire du sport, à s'engager dans des projets, à construire leur réseau. Aujourd'hui encore, je relis leur CV. Je les aide à préparer leur entretien, à demander une augmentation. Parce que chaque erreur que j'ai faite, je veux leur éviter de la répéter. Il y a aussi cette pression silencieuse. La peur de décevoir. La peur de rater une opportunité que personne avant nous avait eue. L'impression de devoir réussir pour tout le monde. Et si on échoue, on a l'impression de fermer une porte pour les autres. Plus tard, on appelle ça une qualité. Oui, oui, je suis perfectionniste. Mais en vrai, ça vient souvent de là. Et ce rôle, c'est pas seulement une affaire de famille. Il dit aussi quelque chose de notre société. Quand on est la première, on découvre souvent qu'il existe deux mondes parallèles. Celui d'où viennent nos parents, avec ses codes, ses limites parfois, et celui qu'on pénètre peu à peu. Souvent un peu plus privilégié, mais aussi plus exigeant, parfois brutal. On réalise que certains ont grandi en sachant déjà comment demander une bourse, trouver un stage, parler à un recruteur, écrire un mail professionnel, qui connaissent les bonnes filières, les bonnes adresses, les bons réseaux, sans jamais avoir dû les chercher. Alors que nous, on apprend tout en direct, par essai, par erreur, par petits échecs qui ont l'air de rien mais qui coûtent du temps, de l'énergie et parfois de la confiance.
On comprend aussi à quel point l'école, censée être un ascenseur social, fonctionne pas toujours pareil pour tout le monde. C'est pas qu'une question de travail ou de volonté, c'est une question d'accès à l'information, de capital social, de confiance transmise ou non. Et c'est là que ce rôle de premier, il devient un petit peu politique, même quand on n'a jamais voulu faire de politique. Parce qu'il révèle les fractures invisibles entre ceux qui savent déjà comment avancer et ceux qui doivent défricher tout seuls. Parfois c'est grisant de franchir ces frontières sociales, mais souvent c'est épuisant, parce qu'on doit traduire en permanence. Traduire les codes de l'école à ses parents, les attentes des recruteurs à ses frères et sœurs, les rêves familiaux dans un monde qui parle pas la même langue. Et tout ça, ça fatigue. Même si on le porte avec le sourire, par fierté, par loyauté, mais ça dit quelque chose de notre époque, d'un système qui récompense ceux qui savent déjà, et laisse les autres apprendre seuls, parfois au prix de leur insouciance. C'est pour ça que parler de ce rôle, c'est pas juste raconter une histoire. C'est aussi pointer du doigt une inégalité qu'on voit pas toujours. Une inégalité qui est pas qu'économique, mais aussi culturelle et symbolique. L'inégalité d'avoir des repères. Et si ce podcast sert à quelque chose, c'est peut-être aussi à mettre de la lumière sur ces petites batailles invisibles. Puis être en première ligne, c'est aussi montrer l'exemple. Je me souviens du jour où j'ai aidé ma sœur à trouver son stage de troisième. Moi j'avais galéré, mes parents divorçaient, on était hébergés chez une amie, et j'avais fini à la pharmacie du quartier, trouvée à la dernière minute. Alors pour ma sœur, je voulais que ce soit différent. Et à l'époque, j'étais en alternance, et j'ai pu la faire accepter dans mon entreprise. Un simple stage d'observation d'une semaine, mais pour nous c'était énorme. Elle a découvert une entreprise, une vraie entreprise. Elle a rencontré des pros, elle a vu plusieurs métiers, et ce jour-là, ma mère était super fière. Pas seulement parce que j'avais aidé ma sœur, mais parce qu'elle voyait qu'on construisait quelque chose que personne n'avait construit pour elle. C'est ça un peu être la première. Ouvrir une porte pour que les autres passent plus facilement derrière. Et chaque première fois, ça devient une victoire collective. Le premier diplôme, le premier appart, le premier job, le premier CDI. Je me souviens de mon premier contrat signé. Ma mère, elle était plus émue que moi. Parce que c'était pas seulement ma réussite, c'était la nôtre. La preuve que c'était possible. Et être la première, c'est aussi choisir de tracer sa propre voie. Pas en opposition frontale, mais en disant, ben, moi, je vais faire autrement. Pour moi, ça a été partir vivre à l'étranger, voyager seule, faire du sport, lancer un podcast, construire une famille recomposée. Ça peut sembler banal, mais dans certains contextes familiaux, c'est un acte fort. C'est dire je vous aime, mais je me limite pas à ce que vous avez connu. C'est prendre les blessures, les traumatismes du passé et les transformer. Pas pour les nier, mais pour pas les transmettre tels quels. Aujourd'hui, je me demande quel héritage je veux laisser. Pas seulement des diplômes ou des réussites, mais aussi l'idée qu'on peut se tromper, qu'on peut aider les autres et qu'il faut s'aimer. Oui, j'ai été la version test. Il y a eu des ratures, des corrections, des maladresses. Mais être la première, c'est pas seulement être le brouillon. C'est aussi être l'architecte. Celle qui décide de ce qu'on garde et de ce qu'on jette. Ce qu'on reconstruit autrement. Celle qui transmet un héritage plus solide, plus clair, plus doux à ceux qui viennent après. Je veux que mes frères et sœurs sachent qu'ils peuvent tracer leur propre chemin, même si ce chemin n'a rien à voir avec le mien. Ce rôle, il m'a appris à pas attendre qu'on me dise comment faire. À oser, même quand j'avais peur. À avancer parce que je savais que si je le faisais pas, personne ne le ferait à ma place. Ça m'a parfois épuisée, mais ça m'a donné une force que j'échangerais pour rien au monde. Aujourd'hui, je sais que je peux tracer ma propre route. Et c'est peut-être le plus bel héritage que je peux offrir. Alors oui, être la première, ça peut être fatigant, mais c'est aussi une place incroyable. On est les brouillons, oui, mais on est aussi les pionniers. On a le crayon et la gomme. On peut décider de laisser certaines pages blanches et d'en réécrire d'autres. Et si toi aussi t'es la première ou le premier, souviens-toi, t'es pas parfait. T'as pas à tout savoir. Et le simple fait d'oser avancer, ça change déjà quelque chose. Et peut-être que ta vérité, même imparfaite, elle aidera quelqu'un à écrire la sienne, plus sereinement. Parce qu'être le premier ou la première, c'est pas seulement réussir. C'est aussi montrer qu'un autre chemin existe. Qu'on peut se relever après un échec, qu'on a le droit d'avoir peur et de continuer quand même. Alors merci à tous les premiers. Ceux qui traduisent, qui guident, qui apprennent seuls, qui ouvrent des portes qu'elles n'ont jamais franchies. Ceux qui traduisent, qui guident, qui apprennent seuls, qui ouvrent des portes qu'ils n'ont jamais franchies avant. Vous changez les histoires familiales. Vous semez des petites graines invisibles qui fleuriront parfois même des années plus tard. Dans cet épisode, je t'ai parlé de ce que ça voulait dire être la première. De tracer la route pour les autres, même quand c'est difficile. Mais parfois, même en avançant, la vie, elle te met à l'épreuve. Se retrouver hébergée du jour au lendemain, devenir belle-mère à 25 ans. Dans le prochain épisode, je reviens sur ces moments-là. Et je te raconte comment j'ai choisi de transformer tout ça en quelque chose d'utile, pour moi et pour ceux qui viendront après.
Merci de m'avoir écouté.